Place tout de suite à notre rendez-vous. Derrière l'image, on décrypte l'info à partir d'une photo et on va revenir de nouveau sur la situation humanitaire à Gaza avec vous. Julie Dungelov, bonjour Julie. Bonjour Elisabeth. Grand reporter à France 24. Vous allez intervenir et vous intervenez régulièrement dans le Paris Direct pour raconter les histoires évidemment des Palestiniens, aussi difficiles que ce soit, hein, parce que nous sommes toujours privés d'accès au territoire, nous journalistes. On est également en ligne avec Amande Bazerol. Bonjour, vous êtes coordinatrice d'urgence pour Médecins sans frontières. Vous êtes rentrée des muets de Gaza. Votre parole donc nous est chère. On va commencer, Julie, par décrypter cette image terrible. Racontez-nous ce qu'on y voit. Oui, cette photo, elle est terrible et d'ailleurs, les images qui vont suivre le sont tout autant. Je vais vous montrer cette photo qui est une capture d'écran de Mona et Abdallah Abou Daka, éplorés. Ils tiennent dans leurs bras la dépouille de leur fille Mariam. Mariam, c'est une petite fille de 2 ans dont je vous avais parlé fin mai, Elisabeth, lorsque j'avais passé le témoignage du docteur Victoria Rose. Victoria Rose, cette médecin britannique qui intervenait au sein de l'hôpital Al-Nasser et qui souhaitait alerter via son compte Instagram le monde entier sur l'état de malnutrition, notamment dont souffrent les enfants de Gaza. Mariam, elle souffrait du foie, elle souffrait de la rate, elle souffrait d'anémie et elle est décédée il y a quelques jours de malnutrition aiguë. Elle est littéralement morte de faim. Je vous propose d'écouter une courte réaction de son père qu'il m'a envoyée par WhatsApp et qu'il a lui-même publié sur les réseaux sociaux. Nos enfants sont en train de mourir. Nous avons le cœur brisé. Et tout cela pour qui? Pourquoi? Mon cœur est en train d'imploser. Tous les jours, des enfants meurent ou deviennent orphelins. Pour qui? Pourquoi? Nous, on veut juste la paix. On ne veut plus de sang. Chaque jour, nos cœurs se consument. Chaque jour, une mère souffre, un père meurt. Nos enfants sont innocents. Je suis entrée en contact avec cette famille depuis plusieurs jours maintenant et nous échangeons par WhatsApp. Sa mère parle anglais. Elle m'a raconté son histoire, son quotidien, les 6 mois de souffrance de sa fille Mariam, le fait que c'était extrêmement difficile pour elle de trouver de la nourriture. Elle me dit certains jours, nous n'avons rien du tout, insiste-t-elle. Le blocus israélien empêche la nourriture, les médicaments d'entrer à Gaza et les évacuations humanitaires sont rendues impossibles. Sur cette photo, on voit Mariam avant et Mariam juste avant, quelques jours avant son décès. Vous voyez à quel point elle est maigre. Sa mère me dit qu'elle espérait une évacuation humanitaire rendue impossible. Elle aussi. Aujourd'hui, m'a dit Mona, nous mourrons lentement de la faim. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire, il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de soins. Mariam est morte de tout cela et du fait qu'elle n'a pas pu être évacuée. Voilà le témoignage que j'ai pu recueillir donc depuis plusieurs jours avec cette famille gazaoui. Et malheureusement, Mariam n'est qu'une parmi tant d'autres. Voilà, toute l'importance de donner des noms, de raconter des histoires derrière ces sacs mortuaires et ces chiffres qu'on communique dans nos éditions. Je parlais de ce cap des 55 000 morts. Cette petite fille en fait partie. Amande Bazerol, vous êtes avec nous, vous qui avez pu avoir accès à la bande de Gaza, votre parole est chère. 93% des Gazaouis sont en état de crise alimentaire. Aujourd'hui, 22% risquent la famine. Ce sont les chiffres communiqués par l'ONU. Vous êtes coordinatrice d'urgence pour MSF et vous avez donc quitté Gaza il y a quelques semaines après avoir passé plusieurs mois sur place. Vous avez notamment travaillé à l'hôpital Al-Nasser où Mariam a été prise en charge. Racontez-nous ce que vous avez vu sur place. Des cas comme elle, il y en a malheureusement plein d'autres. Il y en a plein d'autres et de plus en plus avec l'absence de nourriture qui puisse rentrer, l'absence de prise en charge et de supplémentation pour la nutrition des enfants. Donc les enfants qui peuvent être pris en charge dans les programmes d'alimentation vont nécessairement retomber dans la malnutrition une fois qu'on aura pu les en faire sortir, puisqu'il n'y a toujours pas de nourriture pour eux derrière. Donc on voit les parents, on voit aussi les parents. Donc là, les enfants étant évidemment les plus vulnérables, mais on voit les parents
qui perdent énormément de poids, s'émacier, qui eux essaient de donner tout ce qu'il leur reste pour leurs enfants, hélas, mais n'arrivent pas à les sauver si en plus ils ont d'autres pathologies qui, avec le peu de médicaments qui rentrent encore à Gaza, ne sont pas nécessairement pris en charge aujourd'hui. Oui, évidemment, il y a aussi ces blessés aujourd'hui à Gaza qui, faute de nourriture et faute de soins, ont du mal à récupérer et meurent soit des pathologies liées à un bombardement, soit au manque de nourriture, soit aux deux. Exactement. Aujourd'hui, nous, on voit les patients, parce qu'on prend aussi également les blessés et les brûlés, qu'on n'arrive pas non plus à ressortir d'hospitalisation. On déborde dans tous les sens parce que sans nourriture et en plus sans nourriture nutritive, les gens ne peuvent pas guérir. Donc, avec en plus l'absence d'hygiène à la maison, puisque l'accès à l'eau et déjà à l'eau potable est extrêmement compliqué et de plus en plus compliqué tous les jours, mais évidemment à l'hygiène encore moins disponible. Donc on voit un vrai problème en plus d'infections qui se généralisent et des gens dont on essaye parfois de pouvoir sauver les membres qui ne pourront pas l'être puisqu'ils vont les perdre dû à des infections. On voit le témoignage de cette mère de famille qui dit qu'elle a beaucoup de mal à trouver à manger. Vous avez quitté Gaza début mai. À quoi ressemble la vie dans l'enclave? On sait qu'avant, les gens vivaient un peu des cuisines communautaires. On a vu que les champs étaient notamment détruits. Qu'est-ce que vous avez pu constater, vous, sur place? On a vu au fur et à mesure, effectivement, les marchés qui étaient déjà pas très achalandés se réduire. Et il faut bien comprendre que les gens aujourd'hui n'ont pas de travail à Gaza, même quand il y avait. Aujourd'hui, il n'y a absolument plus rien. Mais même quand il y avait, les gens ne peuvent pas se l'offrir. Aujourd'hui, à l'époque, c'était déjà 90% des gens qui étaient dépendants de l'aide humanitaire distribuée par, évidemment, les cuisines communautaires, les tequillas, mais également tous les acteurs humanitaires, dont le Programme alimentaire mondial, qui aujourd'hui sont dans l'incapacité de distribuer puisqu'ils n'ont plus rien. Donc les gens qui étaient déjà la plus grande majorité dépendants de l'aide humanitaire, aujourd'hui on parle de 100% de la population puisqu'il n'y a aucune denrée commerciale qui rentre en plus de l'aide humanitaire. Donc les gens sont désespérés. Moi on me demande souvent mais que mangent les gens? Et c'est exactement ce qu'elle vient de dire. Ils ne mangent pas. Pendant un temps ils ont essayé de faire durer ce qu'ils avaient. Donc tous les gens, même ceux qui avaient de l'argent, ne faisaient qu'un repas par jour pour pouvoir survivre puisqu'on n'a aucune idée de quand on pourra revenir, même pas une situation normale, mais une situation où les humanitaires peuvent travailler, apporter de l'aide aux populations et non pas via la Gaza Humanitarian Foundation qui est aujourd'hui un death trap, vraiment un endroit de mort où les gens se battent pour pouvoir avoir accès à une toute petite quantité, parce que je rappelle qu'en plus, ce sont des petites quantités qui sont calculées pour donner 1750 calories par jour pour le peu de gens qui peuvent y accéder. Donc ça nous pousse à évidemment retourner chaque jour pour aller chercher à manger. On les voit, ces Palestiniens qui risquent leur vie. Elle parle un monde de cette fondation controversée qui risquent leur vie pour aller essayer d'obtenir quelque chose à manger. Il y a encore eu 30 morts ce matin. Oui, cette fondation qui n'a d'humanitaire que le nom, en réalité, qui a été créée de toutes pièces en février dernier, avec le soutien des Israéliens, des Américains, avec d'anciens membres des services de renseignement, qui opèrent avec 2 entreprises de sécurité privée. Et ce qui est spécifique dans le fonctionnement de cette fondation, c'est que elle a créé des hubs dits humanitaires dans le sud de la bande de Gaza, ce qui oblige la population, et on le voit sur ces images, à se déplacer. Donc l'aide humanitaire ne va plus vers les gens, c'est les gens qui vont vers l'aide humanitaire dans des corridors qui sont bien particulier et avec une militarisation puisque l'armée israélienne est tout autour de cette zone où est distribuée l'aide humanitaire et on a vu que depuis qu'elle opérait, il y avait eu plusieurs dizaines de morts. On a pu recueillir notamment le témoignage de Rami Abou-Jamous qui est journaliste indépendant et qui travaille notamment pour France 24 et qui témoignait en début de semaine que son neveu était décédé en allant chercher, dit-il, un sac de farine. Cela auquel on assiste aujourd'hui avec cette fondation et des ONG comme Médecins sans frontières ou encore comme l'ONU ont indiqué qu'ils refuseraient de travailler avec cette fondation car elle était contraire au droit international humanitaire et à ses grands principes, à savoir l'humanité, la neutralité, l'impartialité, l'indépendance.
Un dernier mot peut-être à vous, Amande, on va vous laisser la parole pour conclure. Vous partagez le constat de nombreux humanitaires qu'Israël utilise une stratégie de militarisation de l'aide humanitaire, qu'elle l'utilise comme une arme de guerre, en somme, pour gérer les foules et parvenir à son projet. Absolument. Et depuis le début, il y a une instrumentalisation de toute façon de l'aide humanitaire. On a vu que quand il y avait très peu d'aide qui rentrait, ça amène évidemment à des pillages aussi. Là, on avait pu faire rentrer quelques camions, dont le PAM et nous-mêmes. Et évidemment, ces camions ont été pillés, comme ils l'ont été à la période de décembre et de janvier, avec des morts et évidemment des gangs armés qui eux, ont main basse et se fait vraiment aux yeux des Israéliens, devant eux, avec aujourd'hui un aveu comme quoi en plus ils les arment et non pas ils ne viennent pas non pas sécuriser l'aide mais la détourner à leur profit.